Bienvenue dans ce nouvel épisode de Code for Faute. J'ai récemment fait la connaissance d'Alice Brenon, doctorante CNRS en informatique linguistique au LIRIS à Lyon. Dans cet entretien, Alice nous décrit son engagement dans le projet GEOD, un projet visant à étudier l'évolution des discours géographiques dans plusieurs encyclopédies françaises. Dans ce cadre, Alice a développé plusieurs outils logiciels, dont Soprano qui est écrit en Haskell. Je l'interroge sur les motivations derrière ce choix technique plutôt exotique, mais néanmoins fascinant. Nous discutons également de partage et reproductibilité logicielle avec Geeks. Alice évoque les bénéfices de Geeks dont elle tire profit, la courbe d'apprentissage élevée mais loin d'être insurmontable, et son implication dans la communauté. Alice m'a beaucoup mis en appétit, et j'espère revisiter Geeks dans un futur épisode. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Brenon. Alice, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas? Bonjour Ghislain, alors je m'appelle Alice Brenon, je suis doctorante en traitement automatique des langues. Je fais partie de deux laboratoires, le ICAR, un laboratoire de linguistique, et un laboratoire d'informatique qui s'appelle le LIRIS. Et je travaille sur les discours géographiques dans les encyclopédies. Et tu es basé à Lyon, c'est ça? de Et mémoire. voilà, les deux laboratoires sont basés à Lyon, C'est un ça. tout au sud de Lyon, sur le campus Descartes de l'ENS, et un tout au nord de Lyon, sur le campus de la Doua. Et ce sont des laboratoires qui sont affiliés au CNRS, c'est ça? Ouais, alors il y a plusieurs tutelles, mais les deux ont la tutelle CNRS. D'accord, très bien. Déjà, je voudrais peut-être commencer par parler de ton domaine de recherche, notamment en regardant un petit peu ta bio, de ce que j'ai compris. Il y a un projet structurant qui s'appelle GEOD. Peut-être que tu pourrais commencer par l'introduire? Absolument. Alors, c'est un projet qui est porté par deux de mes directeurs de thèse, Denis Vigier et Ludovic Moncla. Et c'est un projet qui arrive dans sa dernière année, un projet ANR de 4 ans, et qui a été lancé justement pour étudier les discours géographiques dans les encyclopédies. Alors, il y a une perspective diachronique derrière ça, c'est-à-dire que quand je dis les encyclopédies, l'idée était de commencer au XVIIIe siècle avec celle de Diderot et d'Alembert, et d'aller jusqu'à la période contemporaine avec Wikipédia. Pour ma part, dans ma thèse, je me suis surtout concentré sur les deux premières époques de notre corpus, c'est-à-dire Diderot et d'Alembert, et une deuxième encyclopédie qui s'appelle La Grande Encyclopédie, et qui a été publiée au tournant du 18e et du 19e, fin 19e et du 20e siècle. Alors pour moi, ça pose peut-être une première question qui est comment on traite un corpus de texte aussi large? Il y a beaucoup de travail, vraiment d'outillage, de mise à niveau, simplement, pour avoir quelque chose qui est à peu près assez homogène pour pouvoir opérer les mêmes traitements dessus. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais on va dire qu'il y a certaines œuvres pour lesquelles c'est assez facile de trouver directement des versions numériques, comme Diderot et d'Alembert, mais pour la grande encyclopédie, ça a été une toute autre affaire, puisqu'en fait, le texte sur lequel je travaille est issu d'un autre projet plus bref qui avait été déposé précédemment et qui a fait l'objet d'une renumérisation complète de l'œuvre par la Bibliothèque nationale de France. Et comment sont mis à disposition ces corpus numériques? De manière assez variable. Alors, la très grande infrastructure de recherche Humanum, qui s'est beaucoup développée ces dernières années en France dans la communauté des humanités numériques, et qui permet de diffuser des versions en ligne de corpus. Mais les statuts sont un petit peu différents, parce que bien sûr, c'est des œuvres qui sont montées dans le domaine public depuis longtemps. Pour Diderot et d'Alembert, en fait, différentes équipes l'ont étudié et possèdent leur propre version, mais c'est un peu difficile. En fait, il faut se rapprocher directement de ces équipes pour avoir accès au texte. Il n'y a pas vraiment de version, on va dire, directement téléchargeable facilement en 2 clics qui soit disponible. Et pour la grande encyclopédie, comme je le disais, on a dû partir de vraiment des pages, quoi, du livre physique. Donc nous, on a posté une version sur un hébergement d'Humanum qui s'appelle Nakala, mais ça peut vraiment varier suivant les œuvres. On peut trouver plus ou moins directement, ou alors la plupart du temps, il faut se rapprocher des équipes de recherche et demander l'accès aux fichiers. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait plusieurs corpus différents, potentiellement numérisés et mis à disposition par des institutions différentes, ça pose la question de la normalisation et de la standardisation des données pour pouvoir du coup les agréger et faire des traitements hétérogènes dessus. Est-ce que tu pourrais peut-être nous préciser jusqu'à quel point les efforts de normalisation, de standardisation et de mutualisation sont effectués dans ton domaine de
de recherche sur les humanités Mm. et où justement ces efforts s'arrêtent et où démarre peut-être plutôt la partie outillage spécifique à ton travail de recherche. Bah, je dirais que l'acteur absolument incontournable en humanité numérique pour ce qui est de la représentation comme ça des corpus, c'est le consortium de la TEI, la Text Encoding Initiative, qui se réunit pour précisément faire ça en fait, faire ce que tu dis, répondre à ce besoin, fournir un ensemble de balises XML pour encoder des textes. Donc c'est quelque chose qui est assez gros et qui fournit des balises pour tout un tas de cas d'usage très très différents en fait. C'est quand je dis humanité numérique, ça va de gens qui font vraiment de la littérature, qui vont étudier des pièces de théâtre, mais aussi vouloir d'autres personnes qui vont par exemple retranscrire de la correspondance, de scientifiques, de personnages historiques. Voilà, il y a des modules de cette théorie qui servent pour représenter des inscriptions sur des pierres. Enfin, c'est vraiment extrêmement vaste. Et bien sûr, il y a un module pour ce qui m'intéresse moi dans ma thèse, pour les dictionnaires. Même si en réalité, il s'avère pas tout à fait adapté aux encyclopédies. Mais bon, ça, je pourrais en dire un autre mot plus tard. Ce que je veux dire, c'est que derrière cet effort, en fait, il y a beaucoup de chercheurs qui discutent, qui mettent en commun leurs pratiques. Donc il y a cet ensemble absolument énorme de balises avec un schéma qui est publié pour être sûr que tout le monde fasse à peu près des choses compatibles. Et je dirais que ça suffit pas entièrement, ça suffit dans une très large mesure, mais c'est pas non plus tout à fait satisfaisant parce que finalement il y a une telle pléthore de balises et de sémantiques associées que des fois en fait différentes équipes vont pas forcément faire exactement les mêmes choix pour représenter certaines parties des textes, quoi. Donc il y a des choses un peu incontournables, mais d'autres sur lesquelles on a un petit peu plus de latitude. Et donc il y a toujours des freins à l'interopérabilité, mais on essaie de les réduire. Je dirais que c'est essentiellement social, en discutant entre équipes. Est-ce que du coup, enfin, la critique sous-jacente, ça serait que certaines balises sont ambiguës ou c'est juste que plutôt la normalisation actuelle n'est pas suffisamment riche? Non, je dirais vraiment qu'elle est trop riche. C'est pas forcément que ça génère de l'ambiguïté, mais plutôt que chaque œuvre est un petit peu unique. Il y a quand même souvent ça, hein. Si on étudie ces œuvres historiques, c'est aussi parce que chacune pose un jalon d'une évolution, alors que la théorie doit décrire tout, y compris des choses passées. C'est plutôt que dans les cas d'usage qui vont être pensés, peut-être que tout n'est pas exactement adapté parfaitement à ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais illustrer tout simplement mon propos. Dans le module qui a été fait, par exemple, pour représenter les dictionnaires, il y a beaucoup de choses autour de la notion de sens. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'un dictionnaire est un peu une sorte de table associative, hein, pour parler algorithmique, entre une clé qui serait la vedette, le mot qu'on cherche à définir, et puis un sens qui serait voilà, purement une sorte d'égalité, en relation en égalité avec le terme. Et en pratique, dans les encyclopédies, on trouve bien plus que juste un sens. On trouve des fois quelque chose qui est presque un essai philosophique, on trouve des réflexions, on trouve des questions adressées au lectorat. Donc c'est un petit peu délicat d'utiliser une balise qui manifestement a été prévue pour un cas d'usage bien plus limité, dans un cas où vraiment on sent qu'on est en train de tirer sur la corde. Voilà, c'est plus ce genre de choses. Il y a un effort plutôt un effort d'interprétation, voilà, de dire, ben, voilà les pièces qu'on a de disponibles et on va essayer de les assembler ensemble pour annoter au mieux les critères du texte, à qualifier et bah, c'est à nous de faire une proposition. Ouais, c'est ça. Il y a une part un peu créative d'interpolation, quoi. On observe quelque chose et qu'est-ce qui va mieux en dessous. Je parle du cas que j'ai étudié pour ma thèse, mais on voit très très régulièrement passer sur les listes de discussion de la TUI, justement des gens qui un document qui rentre pas tout à fait dans le cas d'usage de la documentation et qui viennent demander un retour sur leurs propositions. Et puis ça peut partir un petit peu rapidement en de longues files de discussion dans lesquelles chacun a une interprétation différente, une proposition, et voilà, on se rend compte que c'est très très riche. Ça me fait un petit peu penser, moi je viens du domaine du médical. Hmm. On a notamment une spécification, une norme pour l'échange de données médicales en contexte hospitalier qui est DICOM. Et c'est effectivement, bah, c'est une norme qui est très très riche et on s'aperçoit que en fonction d'où provient la donnée, certains producteurs de données, certains constructeurs de scanners par exemple, bah, Hmm. vont interpréter la spec pour exprimer les données qui ont été produites. Mais d'un autre constructeur à l'autre, il n'y aura pas nécessairement la même interprétation de la spec et du coup on a
entre guillemets un format de données qui est Mmh. le même, mais la représentation à l'intérieur est différente et du coup, il y a ce travail de soit en aval, la personne qui reçoit les données, bah, doit faire ce travail de réconcilier tout le monde sous une même, sous un format unique ou alors, bah, il y a le travail en amont, bah, d'aller se poser les questions aux signataires, enfin aux parties prenantes de la norme pour leur dire, bah, quelle est la bonne pratique à faire et comment je peux, étant donné mon cas d'usage, comment je peux, au mieux l'exprimer. Alors peut-être une autre question que j'aurais, c'est comment justement se fait la gouvernance de la TEI? Est-ce que c'est, un groupement de chercheurs? Est-ce qu'il y a des industriels? Est-ce que tu sais, tu as une idée de comment, Non, je connais pas trop ces questions. D'accord, bon, bah, c'est Enfin, il me semble que c'est vraiment un collège de chercheurs. Je crois qu'il y a peut-être une présidence qui est élue régulièrement, je crois, mais je... toi, par exemple, en tant que jeune chercheuse, est-ce que tu pourrais faire des propositions d'amélioration à la TEI ou est-ce que ça serait, à ton avis, plutôt réservé, voilà, à des gens qui ont déjà un pied dans le dans, Je crois qu'il y a des gens qui font des propositions assez régulièrement. Après, quand j'étais remonté mes problèmes d'encyclopédie versus dictionnaire, ça n'a pas forcément suscité beaucoup d'enthousiasme, donc c'est un peu resté lettre morte. Mais je ne crois pas que structurellement il y ait quelque chose qui fasse que je ne puisse pas contribuer à ça. Mais bon, ça n'a pas été suivi des faits. d'accord, Peut-être d'accord, aussi que d'accord. j'étais relativement au début de ma thèse et que j'ai pas forcément su tirer les bons leviers, contacter les bonnes personnes. Depuis, tu es quand même arrivé à une proposition qui fait que tu as pu avancer dans tes travaux. Ça a pas été bloquant? Non, non, ça n'a pas été bloquant du tout. D'accord. On a abordé le sujet de la mutualisation, on va plutôt maintenant aborder le sujet de la spécialisation. Mhm. Donc tu as dû, du coup, pour ton projet de recherche, produire des outils spécifiques. Est-ce que tu peux Mhm. peut-être nous présenter certains d'entre eux? Pourquoi tu as eu besoin de les produire? À quels besoins ils répondent? Comme je disais, on est parti vraiment d'une renumérisation avec un OCR qui a été appliqué par la BNF. On n'a pas eu le contrôle là-dessus. Mais donc, ce qu'on avait en entrée, c'était vraiment des fichiers PDF ou des fichiers Alto. Alto, c'est un format XML qui est utilisé par la librairie du Congrès et qui permet de représenter vraiment des sorties d'OCR comme c'est quelque chose de très géométrique, quoi. Ça dit à telle position, telle coordonnée sur la page, l'OCR a lu tel mot, et il y a un petit peu de groupement de ces éléments en disant, bon, bah, telle chaîne, ça constitue un bloc d'une ligne, tel bloc de ligne, ça constitue un bloc de texte, etc., quoi. Et la première étape pour travailler à partir de ça, pour l'emploi que nous on veut en faire en linguistique, c'est-à-dire du texte, quelque chose de linéaire, bah, c'est bien évidemment de remettre dans l'ordre ces éléments et d'arriver à comprendre comment est-ce qu'il faut lire les pages de texte de l'encyclopédie, et surtout aussi qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire, parce que sur une page d'encyclopédie, il y a des éléments péritextes, il y a les vedettes, pour savoir un peu à quelle page on en a, il y a la vedette du premier mot, la vedette du dernier mot sur la page, il y a un numéro de page et des choses comme ça. Pour des contraintes d'impression, il y a des petits titres complets de l'œuvre sur chaque cahier, donc ça revient toutes les 16 pages environ, parce qu'il y a, il y a des problèmes avec les cartes qui sont assez... C'est un petit peu complexe, etc. Voilà, donc il y a eu tout un travail, on va dire, vraiment pour malaxer ces données-là et extraire du texte. Peut-être ça répond un peu négativement à la question que tu posais, mais voilà, on essaie de standardiser, mais finalement, chaque œuvre est tellement unique que c'est dur d'avoir un produit tout fait sur étagère qui sache traiter quelque chose comme ça. Donc, je dirais pas non plus que j'ai fait vraiment des scripts complètement ad hoc. J'ai essayé de produire du code le plus général possible dans l'espoir qu'il serve, mais de toute façon, j'ai pas le temps dans mon travail d'aller confronter le code que j'ai écrit à deux ou trois autres encyclopédies contemporaines de celles qui m'intéressent, juste pour vérifier que ça marche et pour généraliser assez le code. Donc, j'ai produit du code. J'espère qu'il va être utilisé par d'autres équipes et qu'il va pouvoir resservir. Mais en même temps, bah, j'ai pas pu le tester sur ça, quoi. Voilà, donc concrètement, pour répondre à ta question, comme on avait vraiment des problèmes pour le positionnement des blocs au début, parce que l'OCR n'a pas toujours pris les bonnes décisions, on a deux colonnes de texte, mais des fois, en fait, on a des illustrations en pleine page qui viennent couper les colonnes de texte. Et donc, dans ce cas-là, il faut lire les deux colonnes au-dessus, enfin sur le haut de la page, au-dessus de l'illustration, puis les deux colonnes, l'une après l'autre, en dessous. Et donc ça, c'est pas le même ordre de lecture que si, par exemple, on a seulement quelques illustrations réparties sur les pages et qu'il faut lire toute la colonne de gauche. Je pense qu'il faut bien insister parce que
la représentation classique d'un fichier PDF, c'est vraiment ce document linéaire avec, voilà, avec du texte, Mais des justement, non, sections, etc. c'est déjà en 2 dimensions, en fait. Voilà, On a le même problème de contenu, donc exactement. Donc en fait, je pense que c'est vraiment important d'insister sur le fait que voilà, la sortie de l'OCR, c'est pas ce joli PDF où le sens de lecture, les sections, les métadonnées associées aux documents sont, plutôt limpides. mmh, Mais qu'il y a vraiment ce travail de, restructurer en fait l'élément qui a été scanné pour en fait, bah, trouver comme tu dis, trouver un sens de lecture, trouver des sections, ouais, c'est et exactement en ça. fait réextraire toutes les métadonnées qui aident à contextualiser comment, le document issu de l'encyclopédie doit être interprété ou doit être combiné ensemble. Je pense que tu l'as très bien illustré dans ta description. Je voulais juste vraiment marteler le fait que voilà, ça a l'air d'être quand même un travail de préparation de données qui est pas trivial. Assez rude, ouais. Bah, ça, pour le coup, c'est un travail qui a commencé avant ma thèse et que j'ai dû continuer un peu pendant ma thèse parce que la version à laquelle on était arrivé au début de ma thèse n'était pas tout à fait satisfaisante. Je crois que ça fait un bon enchaînement peut-être sur Ouais, l'outil Soprano, c'est ça? Parce que je crois que cet outil-là, c'est ça qui est issu de cet outil de thèse précédent, mais que tu as réécrit. exactement. Exactement. Donc, Donc, bah, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a amené à la genèse de Soprano? voilà, cette idée que au début, on voulait travailler sur les PDF parce qu'il y avait un outil, un des rares outils sur étagère qui existait, qui promettait de produire un encodage de notre encyclopédie. Alors, à savoir un outil qui s'appelle Grobid et qui est développé à l'INRIA. Et en fait, on s'est aperçu qu'à cause des problèmes d'ordre des blocs de texte dans les PDF, finalement, on n'arrivait pas à améliorer les choses au-delà d'un certain seuil. Quoi. Très très régulièrement, on avait des articles qui se faisaient un peu malmener, donc dans le sens de lecture, mais aussi, par exemple, ces vedettes péritextes dont j'ai parlé précédemment, qui apparaissaient en milieu pour le système qui apparaissait au milieu du texte, et donc il voyait des lettres capitales pas alignées avec le bord du texte, donc il disait « Oh chouette, c'est une nouvelle vedette, c'est un nouvel article », donc enfin, ça posait des tas de soucis, et donc quand on a vu que vraiment ça allait pas être possible, on s'est dit que c'était plus facile de réordonner du XML alto, parce que c'est du XML, c'est du texte, on a toutes les librairies qu'on peut souhaiter pour charger ça, plutôt que d'aller écrire quelque chose qui va transformer le contenu des PDF. Et donc c'était vraiment ça l'idée en dessous de Soprano. Ça a vraiment commencé plus comme une proof of concept pour se rassurer qu'on n'était pas complètement bloqué et qu'au pire, on pouvait se reporter sur les fichiers alto. Finalement, c'est devenu la chaîne principale de traitement. Donc, initialement, c'était ça. C'était une librairie XML. Enfin, Je t'interromps juste avant que tu reprennes là-dessus, je voulais bien mettre en avant cette démarche que tu as prise qui, je pense, est la bonne. C'est-à-dire d'évaluer le coût d'acquisition d'une technologie existante, c'est-à-dire de dire, bah voilà, l'état de l'art actuel, c'est voilà, gros bit qui se rapprochait le plus de la tâche que tu voulais faire. Tu l'as évalué, voilà, avec une méthodologie sur des données représentatives de ta thématique de recherche. ouais. Tu t'es aperçu que les performances n'étaient pas satisfaisantes et que entre l'extension de ce logiciel existant ou la création le choix de créer un nouveau projet logiciel qui soit spécifique à ta thématique, tu as choisi ce dernier et que tu as bien fait cette démarche d'avoir les éléments d'analyse suffisants pour faire ce choix. Tu n'es pas parti directement en mode bon, l'état de l'art, on s'en fiche et je pars direct, voilà. Je préfère insister sur ce cas-là parce que c'est en fait, souvent il y a cette critique qui revient qui est de: «On réinvente la roue», Ouais, tout à fait. voilà, je le vois, dans mon métier d'ingénieur de recherche, j'entends cet argument tout le temps. C'est un argument qui commence pour moi à être galvaudé parce que beaucoup de ces personnes ignorent le coût d'acquisition Mm. et voilà, je voulais bien mettre en avant le fait que tu as évalué ce coût d'acquisition. Au-delà même de l'acquisition, parce que j'ai quand même passé un certain temps à apprendre à utiliser Grobid, comme tu dis, il y avait vraiment le fait que, de toute façon, ça allait nécessiter des améliorations à l'outil Grobid, et que le développeur n'était pas en mesure de fournir à ce moment-là, et puis de toute façon, on aurait demandé beaucoup trop de travail par rapport au délai dont on disposait pour le projet. Donc c'était non seulement, voilà, c'est l'acquisition, comme tu le dis, mais c'était aussi vraiment une inadéquation, en fait. Enfin, c'est l'état de l'art, mais pour une tâche à laquelle on n'arrive pas tout à fait à se rapprocher. On n'arrive pas à avoir des données qui soient exactement le cas d'usage d'entrée de ce logiciel. Et c'est pour ça que Soprano n'a pas du tout l'ambition d'un outil comme Grobid, quoi. C'était vraiment juste faire le mieux qu'on pouvait à partir des données qu'on avait, qui ont un problème d'ordre de lecture qui n'était pas dépassable à l'époque. Et alors effectivement, quand on explore un petit peu Soprano, bah, il y a déjà 2 choses qui sautent aux yeux. Ok, tu as lu un La peu le code source Voilà, j'ai regardé un petit peu le code source et déjà, bah,
c'est de la programmation fonctionnelle, Oui, ce qui est bien quand sûr. même un paradigme de programmation qui est plutôt minoritaire dans notre domaine de recherche en règle générale, et qui est écrit en Haskell, Ouais. qui je pense aussi est un langage de programmation qui est plutôt minoritaire, ou en Plutôt tout cas minoritaire, mais pas si minoritaire en programmation fonctionnelle. Donc finalement, en termes de probabilité conditionnelle, à partir du moment où on avait accepté que c'était la programmation fonctionnelle, il y avait une chance raisonnable que ce soit du Haskell. exactement. Je soupçonne que la logique a été que tu voulais l'écrire en programmation fonctionnelle et que par extension tu as choisi Haskell Ouais. plutôt que l'inverse. Voilà. Oui, oui, c'est tout à fait, tout à fait. Ok, parce que pendant ton cursus, tu as eu des cours de programmation fonctionnelle? Ouais, absolument. D'accord. À mon époque, en prépa, c'était Pascal ou Camel. Et là où j'étais en prépa, ils avaient choisi Camel. Donc moi, j'ai commencé à programmer en Camel. Donc je suppose que tu as eu aussi, en ayant fait ce choix, tu as aussi une veille technologique à faire sur, Haskell et l'écosystème de bibliothèques, disponibles? Enfin, ou Ouais. peut-être que tu avais déjà toute la connaissance? Est-ce que tu pourrais un petit peu, bah, nous détailler comment tu as organisé, un petit peu ton partage entre la veille nécessaire, l'expérimentation peut-être de certaines bibliothèques et puis l'implémentation? Je pense Alors, que pour donner un peu de contexte, voilà, les gens partent souvent du principe que si un nouveau projet logiciel doit être fait en recherche, il sera fait dans un langage haut niveau, orienté objet du style Python ou Julia. Peut-être en C++ s'il y a déjà du legacy C++ qui est existant. Je pense pas trop prendre de risque à dire que Haskell n'est pas le premier langage vers lequel, voilà, un jeune chercheur irait mettre les pieds. Donc, je pense qu'on a bien expliqué ta motivation pour y rentrer. Et maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment tu as organisé ta veille et ta montée en compétences en Haskell. alors, comme je disais au début, c'était vraiment essentiellement un programme pour charger des fichiers XML et faire quelques retouches sur l'arbre, hein, pour remettre les données dans l'ordre. C'était vraiment ça les toutes premières missions de ce logiciel, avant même d'envisager de segmenter le texte, de produire des sorties intéressantes en XML T8. Pour ça, il y a vraiment une librairie de base de XML que moi je connaissais depuis un moment, donc je savais que je pouvais faire ça aussi. C'est pour ça que je suis pas non plus parti complètement à l'aveugle. Je développais en Haskell depuis un certain temps à l'époque, et puis je connaissais cette librairie en particulier. J'ai quand même passé un petit peu de temps pour voir des librairies plus avancées, avec des concepts comme les flèches, des choses comme ça, et finalement, ça n'a pas été bien. Là, pour le coup, je reviens à ce que tu disais précédemment sur le coût d'acquisition. C'est-à-dire que le coût d'acquisition était bien trop élevé pour moi. Voilà, donc j'ai laissé sagement ça de côté. Mais pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur le haut niveau, bah, finalement, Haskell, pour moi, fait partie de ces langages où on a quand même pas mal de recul sur l'implémentation, et on est assez loin, quoi. On peut dire ce qu'on veut faire plus que comment le faire. Là où j'ai vraiment, par contre, dû organiser une veille, c'est qu'au bout d'un moment, étant donné la taille des données traitées, je me suis quand même heurté à des problèmes de performance du fait de l'approche un peu naïve peut-être avec laquelle j'avais écrit mon code initialement. Et donc j'ai dû commencer à me renseigner sur des librairies pour traiter ces flux de données une fois les articles segmentés avant de les encoder en XML TUI. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la librairie Pipe, voilà, une librairie qui est sur Hackage, qui est très utilisée en Haskell, et qui permet vraiment de paralléliser plein de choses et euh, je sais pas trop comment dire, mais ça a vraiment réduit le goulot d'étranglement qu'il y avait dans mon programme, en permettant de commencer à sortir les articles au fur et à mesure et de pas tout garder en mémoire. J'ai jamais réussi à identifier précisément, mais il y avait quelque chose qui gardait beaucoup trop de contenu en mémoire en seul coup, quoi. Et à partir du moment où j'ai eu ça, j'ai pu avoir quelque chose d'un petit peu plus lazy, où la mémoire était libérée au fur et à mesure que je sortais les articles. Et, voilà. Mon Haskell est un petit peu vieux et pas très, très avancé, mais je me rappelle quand même que, étant donné que, le langage est paresseux par défaut, il me semble que, bah, plus tu as un graphe d'exécution qui grossit et plus en fait, tu demandes d'espace. Il me semble que souvent la critique qui est faite en Haskell, c'est justement les space leaks qui peuvent potentiellement, Ouais. est-ce que c'était ce genre de problème-là que tu avais? C'est le genre de choses, ouais. Je suis arrivé avec vraiment encore un peu naïf sur le langage en me disant que comme tout était paresseux, tout allait bien se passer. Mais bah, bien sûr, ça suffit pas, quoi.
parce que il y a des fois où il faut que tu précises un peu plus à quel moment tu peux libérer une ressource ou quoi. Et si tu essaies de construire 130 000, enfin la représentation XML de 130 000 articles en mémoire d'un coup, et que cette représentation n'est pas complètement triviale, déjà parce qu'il y a certains articles qui font 60 pages, et que de toute façon tu essaies de mettre ça dans des balises un peu profondes et des choses comme ça, ben oui, au bout d'un moment, ça va finir par prendre de la place, quoi. Donc, je mens parce que de toute façon, physiquement, on a un dossier différent par tome, donc je ne vais pas traiter tous les tomes d'un coup, parce qu'il n'y a évidemment aucun article qui commence à un tome pour finir un autre. Mais même à l'intérieur d'un tome, il y avait déjà des petits problèmes de... Un tome, ça peut représenter combien en volume de données, juste pour Alors, nous donner une idée? je ne l'ai pas sous les yeux, mais je peux te dire ça si tu veux. Ou un ordre de grandeur. Hein. Physiquement, c'est 1200 pages. En théorie, mais en pratique, ils ont un petit peu dépassé sur la plupart des tomes. 2 colonnes de 74 lignes de texte à peu près. Donc on est très facilement de l'ordre de la centaine de mégaoctets. Dans les encyclopédies, un tome, c'est déjà quelques centaines de mégaoctets. Alors suivant qu'on extrait le texte brut, suivant qu'on est en train de considérer une représentation en XML TUI, c'est voilà, plus ou moins gros. C'est bien sûr encore plus gros une fois qu'on annote en syntaxe, après, plus tard dans la chaîne de traitement. Mais voilà, l'ordre de grandeur, c'est la centaine de mégaoctets. Je te propose, maintenant qu'on a évoqué Soprano, peut-être d'évoquer le deuxième grosse section de notre entretien qui va être sur la reproductibilité logicielle. Oui. Moi, je t'ai connu au travers d'un autre groupe thématique qui est le groupe de Geeks. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être déjà commencer par nous introduire ce qu'est Geeks en tes propres mots, et ce que tu considères comme étant les avantages que Geeks t'a procuré? Voilà, quels sont les traits particuliers de Geeks qui t'ont amené à l'utiliser et à le considérer comme étant ton format de partage privilégié pour ton logiciel? Alors oui, parce que ça, Geeks, c'est plein de choses. Mais pour moi, c'est essentiellement un gestionnaire de paquets et la distribution que j'utilise. C'est vraiment comme ça que j'interagis avec. Je dirais que c'était assez approprié justement pour ces expériences sur le développement de Soprano, parce que il y a cette notion que finalement tous les paquets sont au même niveau, enfin qu'il est très facile de faire un paquet qui a le même statut qu'un paquet officiel et de faire ses propres canaux de distribution, ce genre de choses. J'avais un petit peu le problème depuis un moment avec Haskell, parce qu'il y a eu un peu cette mode de tous ces langages avec leur propre gestionnaire de paquets, parce que finalement les distributions sont jamais assez à jour au goût des développeurs. On a un peu l'impression qu'il faut des gestionnaires de paquets pour développeurs et puis des gestionnaires de paquets pour utilisateurs pour la distribution. Et puis finalement, en Haskell, on avait Cabal depuis un certain moment, et puis il y avait quand même plein de problèmes avec Cabal, et puis il y a Stack qui est arrivé, et c'était fantastique, mais en fait, non, parce que chaque truc amène ses propres problèmes, parce que c'est une approche différente, parce que comme on revient toujours au même, il y a les coûts d'acquisition à chaque fois. En fait, quand j'ai compris que je pouvais faire juste mes propres paquets avec Geeks, et finalement prendre ce qu'il y avait sur Cabal, mais aussi pas trop m'embêter si j'avais pas le temps de mettre bien en propre un paquet sur Hackage pour pouvoir l'utiliser, parce que Geeks me permet ça. Du coup, c'était vraiment bien pour moi, en fait. Je crois que c'était vraiment par pragmatisme. Alors, je vais dire ça, je vais choquer tout le monde, parce que il y a souvent dans la communauté l'impression que faire un choix de la reproductivité, c'est s'imposer des contraintes en plus. Mais moi, je l'ai vraiment choisi par pragmatisme, parce que ça me simplifiait la vie. Je nuancerai ta dernière phrase, parce qu'il y a une phrase que je répète assez souvent, que j'avais entendue dans un talk, je sais plus de qui disait les libertés contraignent, les contraintes libèrent. C'était notamment pour un talk de programmation fonctionnelle, mais qui s'applique bien, à mon avis, à ce cas aussi. C'est-à-dire que effectivement, la méthode d'empaquetage traditionnelle, c'est qu'effectivement, tu vas avoir une distribution avec des paquets système dont on t'encourage à ne surtout pas toucher le contenu, toucher les fichiers de configuration, certes, mais surtout pas modifier le contenu. Voilà, typiquement, pour en revenir par exemple à Python, tu auras une distribution de Python système, mais on te dit surtout pas d'utiliser les paquets système de Python qui de toute façon ne seront pas à jour. Oui. C'est pareil aussi pour les paquets Rust ou pour d'autres écosystèmes. Ces paquets-là sont packagés, sont empaquetés pour les applicatifs packagés dans la distribution, mais ne sont pas à des fins de développement. Et c'est pour ça qu'effectivement, tu dois passer par une distribution annexe
Si tu fais du Rust, c'est par RustUp. Si tu fais du Python, ça sera par, moi c'est Hatch qui me donne, ma distribution Python et du coup pour Haskell, ça sera, c'est GHCUp de mémoire, c'est GHCUp, je crois qu'il donne ta distribution, Haskell. Alors toi, J'aurais comme tu dis, Cabal Install. Enfin, toi tu moi, je suis récupères par à Geeks. Cabal Install. Voilà, toi tu récupères par Geeks, donc t'as pas ce problème, mais si tu bootstrap par exemple une Debian et que tu veux Haskell, Ouais. tu utiliserais GHCUp, quoi. Ok. Et donc effectivement, tu mets en contraste, ce modèle-là en disant: «Bah, moi avec Geeks en fait, je n'ai pas cette distinction paquet système et paquet, de développement». Voilà, ils proviennent tous du même store, ils sont tous au même endroit, je peux les manipuler de la même manière et le distinguo, c'est juste qu'ils proviennent de canaux différents. Moi, j'ai mon canal à moi avec ceux que je produis et j'ai les canaux Geeks qui me fournissent, ma distribution système, mon environnement de développement, mon IDE, mon interface graphique, Tout. voilà tout. Je crois qu'en discutant un petit peu, on avait aussi évoqué ce fait que tu avais des fois des branches de développement différentes et que tu aimais bien le fait que tu pouvais, les faire cohabiter et segmenter en fait tes expérimentations, c'est ça, Ouais, hein? c'est tout à fait ça. En fait, j'ai vraiment fini au fil de ma thèse par aboutir à un processus un peu itératif, par petites boucles. Voilà, si je parle d'avoir mon propre canal, c'est pas du tout que je veux garder les choses pour moi ou quoi. C'est juste que c'est expérimental, donc il y a plein de choses qui sont pas du tout prêtes, stables pour être diffusées au plus grand nombre. Mais il y a déjà une sorte de stabilité quand moi je mets sur le canal du projet Geode. J'ai fait un Geode Packages. Et quand je mets là-dessus, c'est que voilà, je considère qu'on peut l'utiliser dans le cadre du projet, que ça a été assez éprouvé. Mais au quotidien, voilà, quand j'ai développé Soprano, il y avait vraiment cette idée qu'il fallait améliorer les performances, qu'il fallait voir différentes stratégies. L'ordonnancement des blocs, ça n'a pas été obtenu tout de suite. La segmentation non plus. J'en suis à une troisième génération d'une méthode pour trouver les débuts d'articles et pas dire trop de bêtises sur où est-ce qu'il y a un début d'article, où est-ce qu'il y a une fin d'article. J'ai vraiment pu procéder à une sorte d'A/B testing finalement, parce que avec la version un peu stable de Soprano, vraiment en cours de stabilisation sur Geode Packages, je pouvais tester le comportement. J'avais une version de référence de mon corpus, combien j'ai d'articles, lesquels ils sont, etc. Avec cette capacité qu'a Geeks à maintenir autant de versions qu'on veut des logiciels, il était super facile de faire un autre environnement juste à côté dans lequel c'était ma version de développement avec ma toute dernière modification de Soprano et de l'appliquer sur le même corpus pour comparer les résultats. Et vraiment, enfin, je pense qu'il y a des moyens de le faire encore mieux, mais moi, très basiquement, ce que j'ai pu faire, c'était sur les fichiers de métadonnées qui répertorient les articles, faire un diff et regarder quels articles sont en plus, quels articles sont en moins, est-ce que j'ai des silences sur certains types de vedettes, des choses comme ça, quoi. Une critique qui est souvent faite à Geeks, c'est le coût d'acquisition et notamment son format de description de métadonnées qui utilise un dialecte de Scheme. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet-là? Est-ce que ça a été difficile? Pas vraiment pour moi parce que le Lisp, la programmation fonctionnelle, on s'entend bien quand même plutôt. Oui, je m'attendais un tout petit peu à ta réponse. Je vais pousser un petit peu plus loin. Si le langage n'était pas un problème, est-ce que par contre, créer tes premiers paquets Geeks, est-ce que ça a été simple, pas simple? Est-ce que ça a été trivial ou est-ce qu'il y a eu quand même des points difficiles? Et quelles ont été les ressources que tu as utilisées pour les produire? Est-ce que la documentation était suffisante? Est-ce que tu allais voir, des exemples, Moi, il y a vraiment aucun moment où j'ai trouvé ça très très difficile. Parce qu'au début, voilà, j'ai fait des choses très très simples. J'ai quand même contribué quelques paquets officiels, essentiellement des libs Haskell dont j'avais besoin pour le projet. Voilà, comme tu dis, au début, j'ai vraiment lu la doc, regardé des exemples de paquets qui existaient, j'ai fait un peu des copier-coller en éditant ce qu'il y avait à éditer. Donc c'était assez simple, j'ai trouvé au début de produire des paquets, même sans forcément avoir une compréhension fine de ce que voulaient dire absolument tous les éléments, parce que la grande différence entre Geeks et on va dire les autres formats de paquets, c'est que c'est pas purement de la donnée, ou en l'occurrence de la métadonnée inerte, il y a des parties vraiment aussi de code, on peut aller embarquer des petits bouts d'instructions au moment de la compilation, dire qu'on veut commencer par faire une phase préalable qui va faire des remplacements pour faire des patchs, des choses comme ça. Ça, j'ai pu commencer à le comprendre au fur et à mesure de ma montée en compétences, au fur et à mesure que je regardais des paquets de plus en plus compliqués et en posant des questions à la communauté, parce que la communauté est, je trouve, vraiment précieuse dans cette distribution.
Après, depuis, il y a quand même pas mal d'outils qui sont sortis. Alors, je crois que j'ai mis du temps à tomber dessus, mais en fait, dès le début où j'ai commencé à utiliser Geeks, il y avait déjà Geeks Import, qui est une sous-commande qui permet pour tous les langages qui disposent de leur chaîne de paquets comme ça, enfin pas pour tous, mais pour une très grande majorité d'entre eux, d'avoir quasi gratuitement un paquet importé d'après les dépôts, donc de PIP, de Cabal, de OPAM pour Camel, enfin voilà. Et plus récemment, il y a un Geeks Packager, un super outil en ligne qui a été fait par Philippe Birouleau qui permet de développer ce paquet. Alors, du coup, j'ai pas tellement eu besoin d'utiliser moi, mais en tout cas, il est là, donc je pense qu'il contribue aussi à simplifier beaucoup le coût d'acquisition pour se mettre à utiliser Geeks sur ses propres paquets. On s'est rencontrés via le Mattermost de la communauté, hein, la Hum. communauté Geeks HPC. En discutant avec toi, tu m'as dit qu'en fait, tu t'es impliqué assez tôt dans la communauté. Quels sont justement les canaux privilégiés pour interagir avec cette communauté, pour avoir des informations, pour même contribuer? Alors, je relativiserai un peu en disant que je me suis impliqué tôt dans ma thèse, puisque j'ai commencé dès le début de ma thèse à utiliser Geeks, mais pas tôt dans l'histoire de la communauté. Geeks, on a fêté les 10 ans de Geeks l'an dernier, je crois, si je me souviens. Alors, avec la distorsion du temps à cause de la thèse, c'était déjà il y a 2 ans, mais non, moi je suis arrivé assez tard dans l'histoire de la communauté, mais par contre, je trouve que c'est assez facile au début d'avoir des retours des gens, que ce soit par mail, donc il y a deux listes de diffusion en fait pour le développement et puis juste l'utilisation en général de Geeks. Geeks est aussi présente sur IRC, sur Libera Chat. Il y a le canal Mattermost, alors qui est un peu plus dédié au calcul de performance, mais où on trouve quand même toutes sortes de gens prêts à parler de Geeks, dont tu as parlé. Voilà, on trouve aussi un peu sur différents réseaux sociaux, des fois des messages. Je trouve que c'est pas très dur maintenant d'aller parler de Geeks avec les gens qui le font quand on a des questions et qu'on veut contribuer des choses. Et je trouve que il y a un peu de retard maintenant pour intégrer certains paquets parce que on a justement cet effet d'embarquement où ça devient assez facile de contribuer des choses. Donc on a beaucoup de gens qui amènent des choses, mais il n'y a pas encore peut-être une systématisation des processus de review. Donc peut-être c'est ce qui, je pense que c'est un peu le défaut qu'on a en ce moment, quoi. C'est que il y a certaines issues qui peuvent rester un petit peu longtemps. Bon, en tout cas, quand on ouvre une issue, en général, je trouve on est assez bien suivi, on est assez bien conseillé, quoi. Moi, les premiers paquets que j'ai faits sont pas passés directement, donc au contraire, on m'a fait les retours nécessaires pour que je comprenne comment produire des choses d'une qualité suffisante pour être intégré dans la distro aussi. Voilà, bah, écoute, on arrive au terme donc de notre entretien. Avant qu'on se quitte, bah, j'aimerais te poser, ce qui va devenir notre question traditionnelle de fin, d'entretien, Ouais. à savoir donc quelle découverte de ton domaine de recherche mériterait d'être connue des autres? Alors ça, c'est vraiment une question très très difficile. Je C'est suis d'autant plus désolé. difficile que tu dis ton domaine de recherche, mais voilà, moi je suis vraiment à l'intersection de la linguistique et de l'informatique. Donc, en fait, le constat que j'ai fait, c'est que je crois qu'il n'existe pas vraiment de domaine qu'on appellerait le traitement automatique des langues. Moi, de mon expérience, j'ai rencontré des linguistes qui s'intéressaient à l'informatique et des informaticiens qui essayaient d'appliquer leurs travaux sur la linguistique. Bon, ça c'est moi. Mais j'ai jamais rencontré de gens vraiment purement au milieu. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément encore de résultats précis de mon domaine qui me viendraient comme ça à l'esprit. Mais ce que je voudrais, c'est vraiment plus. J'aimerais que ces deux communautés-là se comprennent mieux et se parlent mieux. Et quelque chose qui me paraît fondamental et que je trouve un peu en reste en arrière-plan en ce moment, c'est l'ambiguïté fondamentale du langage. On dirait qu'il y a un peu un positivisme ambiant où on pense que l'informatique peut lever toute ambiguïté, mais le problème c'est que là justement on s'attaque à un domaine qui fondamentalement est ambigu et donc ce serait bien de ne pas le perdre de vue. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de gros espoirs sur les méthodes génératives, même pour remplacer la programmation, des choses comme ça. Oui, mais un programme, c'est quelque chose de fondamentalement non ambigu. Donc, si on veut utiliser la langue pour programmer, en fait, c'est pas la langue qu'on va utiliser, c'est une version déformée, une sorte de novlangue qui sera assez déformée, assez martyrisée pour pouvoir donner des instructions non ambiguës. Et ça, c'est tout à fait possible, hein. Je ne dis pas conceptuellement, mais dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est en fait un nouveau langage de programmation. Un langage de programmation qui ressemblera à la langue humaine, mais qui sera intrinsèquement un langage de programmation. Donc, je crois que ce serait bien
de garder l'intérêt de la linguistique et l'intérêt de l'informatique à l'esprit. J'espère que ça répond à ta question. J'aime beaucoup ta réponse, en tout cas. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec nous. Et je te souhaite une très bonne continuation, une bonne défense de thèse et une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Oh, c'est déjà fini. Mais merci pour votre écoute. Code for Thought est animé par Ghislain Veillant, réalisé par Peter Schmidt et sous licence Creative Commons. À la prochaine.